Le film s'ouvre dans la cuisine de la banque Centurion Trust, où le directeur adjoint, Ed Maas, prend son café. Il semble hanté par un traumatisme, des éclairs de coups de feu traversant son esprit. Néanmoins, Ed se ressaisit et se prépare pour une journée chargée. Alors qu'il entre dans le hall principal, le détective Yagé fait également son apparition. Ce dernier dépose son salaire sur un compte d'épargne avant de retourner rapidement à son travail. Tout semble normal, les agents de sécurité surveillent les lieux, les employés s'occupent des dossiers et les clients attendent leur tour. On apprend également qu'un incendie fait rage dans une usine voisine, expliquant les sirènes qui résonnent dans la rue. Peu après, le directeur de la banque convoque une jeune femme nommée Léa dans son bureau. Elle est venue passer un entretien pour le poste de caissière. Son CV mentionne une expérience dans de grandes entreprises, mais une période d'inactivité intrigue le recruteur. Léa explique qu'elle a beaucoup voyagé et enseigné l'anglais à des enfants dans une paroisse au Mexique. Mais en raison de la maladie d'un proche, elle a dû rentrer et cherche maintenant un emploi. Dans le hall principal, une femme avec un tatouage en forme de larme sur le visage commence à faire du grabuge. Une caissière d'âge moyen tente de calmer la situation, mais la femme devient de plus en plus agressive, accusant la banque d'appliquer des pénalités illégales. Pendant ce temps, le directeur, ignorant ce qui se passe à l'extérieur, poursuit l'entretien. Il confie à Léa que, durant l'année écoulée, 3 caissiers ont quitté leur poste. Plusieurs employés pensent que la banque est hantée, affirmant avoir vu ou entendu des phénomènes étranges. C'est alors que la chef caissière, Suzanne Cromwell, intervient et confronte la cliente perturbatrice. Elle souligne que cette femme n'est même pas cliente de la banque. À cet instant, 3 pompiers entrent dans le bâtiment et verrouillent les portes de l'intérieur. Léa fait un signe à la visiteuse en colère, qui attaque soudainement un agent de sécurité. Celui-ci s'effondre sous l'impact d'un violent coup au visage, plongeant la salle dans la confusion. Léa sort alors une arme et ordonne au directeur adjoint d'obéir, sous peine de se faire exploser la tête. Il devient évident qu'un braquage soigneusement planifié est en cours. Cependant, l'agent en poste à l'entrée ne voit que la cliente violente s'en prendre à son collègue. Il contacte donc les autorités locales par radio et signale un léger trouble à la banque Centurion Trust. Il se précipite ensuite vers le comptoir, mais se fait immédiatement assommer par l'un des pompiers. Les 2 autres prennent tous les otages et leur couvrent la tête avec des sacs. Pendant ce temps, la cliente perturbatrice, qui s'avère être la sœur de Léa, Vi, récupère les téléphones des captifs. Le 2e pompier, Cyrus, pulvérise de la peinture sur les caméras de sécurité. C'est alors que la police locale tente de contacter l'agent de sécurité qui a donné l'alerte. Mais le 3e pompier, Michael, le force à assurer aux autorités que tout est sous contrôle. Toutefois, le détective Yagé, en service dans un quartier voisin, décide d'aller vérifier la banque. Il est en route lorsque sa radio capte soudainement un message brouillé et incompréhensible. Une voix masculine rapporte qu'un braquage est en cours à la banque Centurion Trust. L'homme affirme que les braqueurs prennent des otages et supplie la police d'intervenir. À l'intérieur, le premier pompier, nommé Kramer, ordonne aux caissiers d'ouvrir la chambre forte. Ils hésitent, mais finissent par obéir. Pendant ce temps, dans le hall, le directeur de la banque tente de s'enfuir, mais il se fait tirer une balle dans le genou. Il hurle de douleur et se tord au sol, forçant Michael à l'assommer. Michael enlève ensuite son masque et commence à soigner la blessure, tout en s'excusant auprès de la victime. Il est évident qu'il ne veut faire de mal à personne. Dans la chambre forte, Suzanne finit par ouvrir le grand coffre, mais il ne contient qu'une petite somme d'argent. Furieux, Kramer s'empare de l'argent, retourne dans le hall et hurle qu'il n'y a que 70 000 $. Tous les braqueurs sont stupéfaits par cette révélation. Ils ont risqué leur vie et blessé des gens pour une somme dérisoire. Alors que Léa veut rapidement s'en aller, Vi et les autres refusent de partir les mains vides. En plein débat, un otage propose soudain son aide. Il se présente comme le directeur adjoint et prétend connaître la banque dans les moindres détails. Pour prouver sa bonne foi, il leur révèle l'emplacement d'un bouton d'alarme d'urgence et leur conseille de le désactiver rapidement. Il explique que si la base de données des transactions quotidiennes n'est pas vérifiée avec le code du directeur, l'alarme sera déclenchée. Il leur promet ensuite son assistance en échange de la garantie qu'aucun autre otage ne sera blessé. Vi, de plus en plus désespéré, accepte et retire le sac qui recouvre sa tête. L'homme se révèle être Ed Maas, le même que l'on a vu dans la première scène. Ed désactive rapidement l'alarme et indique même l'emplacement d'un autre stock d'argent. Il affirme qu'une chambre forte, construite il y a environ 60 à 70 ans, se trouve dans le sous-sol. Ed prétend qu'elle contient 6 millions en liquide et leur remet même les clés de la porte du sous-sol. Peu après, Vi et Kramer descendent au sous-sol, donnant pour consigne aux autres de les surveiller via les caméras de sécurité. Selon leur plan, Michael doit également se rendre plus tard dans le sous-sol. Sa mission est de créer une brèche dans le conduit d'égout de la banque, qui servira de voie d'évasion.
Pour l'instant, Léa accompagne Ed dans un bureau séparé, d'où elle peut observer les écrans de surveillance. Pendant ce temps, Vi et Kramer atteignent le sous-sol et repèrent la porte menant à l'ancienne chambre forte. De retour à l'étage, Michael enferme tous les otages dans la nouvelle chambre forte et monte la garde. Tout le monde reste silencieux un moment, mais bientôt, l'inquiétude commence à se faire sentir. Suzanne est la première à parler, suppliant d'être escortée aux toilettes au sous-sol. Pendant ce temps, Kramer et Vi découvrent l'ancienne chambre forte avec une immense porte en métal munie de verrous à roues. Kramer admet qu'il lui faudra au moins 20 minutes pour la forcer. Vi s'éloigne alors pour explorer le sous-sol tandis qu'il commence à travailler sur la porte. Soudain, les lumières du bâtiment commencent à vaciller, mais personne n'y prête vraiment attention. Léa demande à Cyrus de surveiller Ed pendant qu'elle va vérifier les autres otages. Elle jette aussi un œil à l'extérieur et remarque des voitures de police garées devant la banque. De son côté, Michael escorte Suzanne aux toilettes, et elle tente d'engager la conversation avec lui. Mais il est trop nerveux pour répondre et reste simplement à proximité. Dans le sous-sol, Kramer travaille avec application sur la porte de la chambre forte, qui commence à céder. Quant à Vi, elle poursuit son exploration lorsqu'elle aperçoit une silhouette humaine dans l'une des vieilles salles de stockage. Ailleurs, Michael ramène Suzanne à la nouvelle chambre forte quand Léa l'aperçoit. Elle le réprimande pour avoir dévié du plan et lui ordonne de respecter le programme. Michael descend alors vers une autre partie du sous-sol afin d'entamer la découpe du conduit d'évacuation. Sur son chemin, il croise Vi, qui semble troublée par quelque chose. Elle lui confie qu'elle a vu quelqu'un ou quelque chose qui l'a mise mal à l'aise. Vi remonte ensuite à l'étage, laissant Michael préparer leur issue de secours. Quelques instants plus tard, Cyrus prend le relais pour surveiller les otages pendant que les sœurs suivent les progrès de Kramer au sous-sol. Il semble avoir réussi à déverrouiller la chambre forte, mais soudain, les lumières s'éteignent. Sur le point d'entrée, Kramer aperçoit 2 silhouettes avec de vieux sacs sales sur la tête dans le couloir. Le nombre de figures commence alors à se multiplier à mesure que les lumières vacillent de plus en plus violemment. De leur côté, Léa et Vi, qui observent les écrans de surveillance, assistent à une scène différente. Elles ne voient personne d'autre que Kramer, qui semble désormais chercher son arme. Elles regardent, horrifiées, alors que Kramer est soudainement traîné dans une vieille salle de stockage. Michael, qui se trouve aussi au sous-sol, entend quelques instants plus tard ces hurlements déchirants. Déconcertée par la situation, Léa demande à Cyrus de recompter les otages. Les lumières clignotent à nouveau, et la porte de la nouvelle chambre forte se referme brutalement. Cela signifie que les otages ainsi que Cyrus sont maintenant enfermés à l'intérieur. De façon tout aussi inquiétante, la porte menant du hall principal au sous-sol se verrouille également. Alors que les 2 sœurs tentent de l'ouvrir, Cyrus commence à voir quelque chose d'étrange à l'intérieur de la nouvelle chambre forte. Il remarque une personne portant un masque blanc parmi les captifs, ce qui le pousse à saisir son fusil à pompe. Peu après, un groupe d'individus affublés de sacs crasseux surgit de nulle part et avance vers lui. La personne au masque blanc lui enfonce alors le fusil dans la bouche. De manière similaire, dans le sous-sol, plusieurs silhouettes inconnues commencent à poignarder Kramer à plusieurs reprises. Dans le hall principal, les lumières reviennent enfin, et Vi parvient à ouvrir la porte. Léa, quant à elle, se dirige vers la nouvelle chambre forte et découvre une scène des plus étranges. Cyrus a complètement disparu, mais les otages sont assis exactement comme avant. Dans le sous-sol, Michael découvre Kramer attaché à une chaise, les yeux horriblement crevés. Il semble supplier quelqu'un, le suppliant de ne pas faire quelque chose. Mais quelques secondes plus tard, il attrape brusquement sa perceuse et s'enfonce la mèche dans le crâne. À l'étage, Léa confronte Ed lorsque le téléphone sonne brusquement. Elle décroche et tombe sur le détective Yagé, qui exige de parler à la personne en charge. Léa répond qu'elle libérera tous les otages dans 30 minutes si la police ne fait rien de stupide. Elle tente ensuite de comprendre qui a prévenu les autorités et en conclut que c'est sûrement la chef caissière, Suzanne. À la suite de cela, Léa se dirige vers Suzanne et l'interroge sur ce qui se passe au sous-sol. Elle veut savoir s'il s'agit de quelque chose de surnaturel ou simplement d'un piège. Bien que réticente au début, Suzanne finit par se confier et raconte un incident datant de 1982. Apparemment, un homme dérangé a tenté de braquer la banque et a pris en otage tous les employés pendant plusieurs jours. Mais la police a refusé de se plier à ses exigences, et le braqueur a alors forcé les employés à s'entretuer. Depuis cet incident, plus personne ne descend au sous-sol de la banque, pas même les agents de sécurité. Évidemment, Léa ne croit pas à cette histoire et menace de défigurer Suzanne. Ce moment de tension est interrompu par Michael, qui semble bouleversé. Il annonce à Léa la mort de Kramer et insiste pour qu'il parte au plus vite, car quelque chose ne tourne pas rond dans cette banque. À ce moment-là, Vi apparaît également avec un sac rempli d'argent. Léa l'informe rapidement de la mort de Kramer et de la présence policière à l'extérieur.
Elle examine ensuite les billets mais, à sa grande stupeur, découvre qu'ils datent tous de 1982. Réalisation que la situation lui échappe, Léa interroge le gardien. Elle tente de comprendre ce qui se passe à l'extérieur et quelles seront les prochaines actions de la police. Mais le gardien lui conseille plutôt de libérer les otages et de sauver sa propre peau. Après cela, Léa retourne dans le bureau où elle avait interrogé Suzanne. Avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, elle remarque l'indicateur d'un appel sortant sur le téléphone de bureau. Elle décroche et entend un appel de détresse. Une voix masculine hachée et peu claire signale qu'un braquage est en cours à la banque Centurion Trust. C'est exactement le même appel que le détective Yagé avait entendu plus tôt. Pendant ce temps, Michael retourne au sous-sol et termine de découper le conduit. Alors qu'il finalise son travail, il entend soudain quelqu'un appeler à l'aide. Il se précipite vers la source du bruit et découvre une femme blessée au sol. Mais celle-ci se transforme soudainement en un cadavre carbonisé qui tente de l'attraper. Terrifié, Michael n'a d'autre choix que de fuir. Un peu plus tard, Vi descend au sous-sol et trouve Michael en train de répandre de l'essence sur le sol. Il la supplie de fuir la banque, mais refuse de partir lui-même. Ému, Vi le serre alors dans ses bras avant de chercher la sortie, tandis que Michael met le feu au couloir. Il essaie de bloquer la route aux entités qui les poursuivent, mais déclenche involontairement l'alarme incendie. À l'étage, Ed dit à Léa que la police sera désormais forcée d'intervenir. Il la supplie de relâcher tous les otages, et contre toute attente, Léa s'exécute. Elle libère l'assistant du directeur et lui donne un couteau pour libérer les autres otages. Puis, elle prend le sac d'argent et se dirige vers le sous-sol. L'agent de sécurité de la banque la supplie de ne pas y aller, mais elle ignore ses avertissements. Peu après, la police fait irruption dans le bâtiment et ouvre le feu sur Léa alors qu'elle tente de s'échapper. Elle tombe dans l'escalier, se blessant à la jambe, mais continue d'avancer vers le conduit d'évacuation. De leur côté, tous les otages prennent la fuite, sauf l'assistant du directeur, Ed, qui reste là sans bouger. Alors que Léa atteint l'ouverture du conduit, elle entend soudainement la voix de Michael et se dirige vers l'ancienne chambre forte. Mais les portes commencent à se refermer, et elle se retrouve piégée avec plusieurs fantômes portant des sacs sales sur la tête. Alors que tout semble perdu, Michael arrive in extremis et la tire hors de là. Il lui ordonne ensuite de fuir et reste derrière pour retenir les fantômes. Malheureusement, avant que Léa ne puisse emprunter la voie d'évacuation, elle est attaquée par l'homme au masque blanc et plusieurs autres fantômes. Michael joue alors son dernier atout, il se sacrifie en déclenchant une explosion qui embrase tout autour de lui. Cela laisse à Léa juste assez de temps pour s'échapper par le conduit. La scène bascule ensuite brusquement au lendemain, alors que Léa roule sur un chemin de terre. Elle écoute un reportage radio sur le braquage et l'incendie de la banque Centurion Trust. Le rapport indique que tous les braqueurs impliqués sont morts dans les flammes. Peu après, elle s'arrête en chemin et récupère sa sœur, Vi. Ailleurs, au poste de police, le détective Yagé poursuit son enquête. Il visionne les enregistrements des morts des braqueurs, où seuls eux sont visibles. Personne ne peut identifier l'assistant du directeur qui les a guidés vers l'ancienne chambre forte. Les témoins tentent de se rappeler des détails sur l'homme qui semblait connaître le système de sécurité de la banque. Mais tous réalisent qu'il n'avait jamais mentionné son nom. Suzanne, qui travaille à la banque depuis 10 ans, ne se souvient d'aucun employé correspondant à cette description. Cependant, elle le reconnaît soudainement sur une photo accrochée au mur du poste de police. Elle désigne la photo, affirmant qu'il s'agit de l'homme qui avait aidé les braqueurs. Mais le détective Yagé rejette sa déclaration et lui dit que c'est impossible. Dans un retournement choquant, il est révélé que cet homme, Ed Mass, était en réalité l'une des victimes du braquage de 1982. C'est lui qui avait passé le célèbre appel entendu par tant de personnes avant d'être abattu en pleine rue. Pendant ce temps, la voiture de Léa tombe en panne, forçant Vi à examiner le moteur. Les deux sœurs essaient de comprendre ce qui se passe quand soudain, l'homme au masque surgit derrière Vi et l'attrape.